3 lauréats pour un prix Nobel de la paix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. L'annonce des récompenses a entraîné un concert de réactions plus ou moins enthousiastes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné sur Twitter le courage exceptionnel des femmes et des hommes qui s'opposent à l'autocratie. L'Ukraine a quant à elle critiqué ces attributions qui placent l'ONG ukrainienne au même rang des lauréats que son agresseur russe et son complice bélarusse. Une récompense saluée malgré tout au sein du Centre ukrainien pour les libertés civiles. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons été stupéfaits. C'était un bon début de journée. Nous ne nous y attendions pas. Nous considérons ce prix comme une reconnaissance respectable de notre activité. Parmi les lauréats, le militant et opposant bélarusse Ales Bialiatski. Le comité du prix Nobel a appelé à sa libération, lui qui est emprisonné par le Bélarus depuis juillet 2021. Sa femme a déclaré dans un message sur Telegram qu'elle était heureuse et fière de ce prix inattendu qui est une récompense pour son travail acharné. La chef de l'opposition bélarusse Svetlana Tikhanovskaya a demandé la libération sans délai de tous les prisonniers politiques. Ales Bialiatski est en prison depuis maintenant plus d'1 an et il souffre beaucoup dans les cellules disciplinaires de la prison. Mais il y a des milliers d'autres personnes qui sont détenues en raison de leurs opinions politiques. Du côté russe des lauréats dans l'ONG Memorial, symbole de l'opposition au régime de Vladimir Poutine, cette récompense est accueillie comme un signe de reconnaissance du travail réalisé. Ceci pour nous, c'est un signe que notre travail, qu'il soit reconnu par les autorités russes ou non, est important. C'est important pour le monde, c'est important pour les gens en Russie. L'ONG Memorial avait déjà été récompensée il y a 13 ans, c'était en 2009. Elle avait reçu le prix Sakharov du Parlement européen pour son travail sur les exactions commises en Tchétchénie. L'Union européenne essaye de trouver la voie commune pour contenir la hausse des prix de l'énergie. Mais les différences persistent et se sont faites ressentir vendredi à Prague lors du sommet informel des 27 chefs d'État et de gouvernement. Certaines idées sur la table semblent toutefois faire consensus, comme les achats énergétiques groupés entre les États membres. Une chose est claire, il y a un large soutien sur le fait qu'au printemps prochain, à la fin de l'hiver, lorsque nos stocks seront épuisés, il sera primordial que nous menions des achats communs de gaz afin d'éviter de nous mordre les uns les autres et que nous ayons un pouvoir de négociation collectif. En revanche, les fractures sur un plafonnement des prix du gaz demeurent. Pour afficher leur unité, les dirigeants français, allemands et néerlandais se sont présentés ensemble à la réunion. Toutefois, Berlin préfère une solution au niveau du G7 afin de diminuer les prix et de ne pas mettre en danger les approvisionnements. Nous soutenons le plafonnement des prix du gaz si cela ne menace pas la sécurité des approvisionnements. Car si nous sommes dans un marché mondial, en concurrence pour le gaz naturel liquéfié par exemple, si notre région dispose d'un plafond mais pas les autres régions du monde, alors nous serons tout simplement à court de gaz car personne ne nous vendra du gaz. Ce sommet était aussi l'occasion pour l'Allemagne de préciser son plan de 200 milliards d'euros de soutien pour aider les entreprises et les citoyens. Plusieurs capitales estiment que ce dispositif risque de créer des distorsions au sein du marché unique. Le chancelier allemand a voulu minimiser les critiques. Si l'on regarde autour de nous, on réalise que ce que nous proposons est en fait à mi-chemin d'un certain nombre de décisions que de nombreux pays ont prises il y a quelque temps. Les dirigeants de l'Union se retrouveront dans 2 semaines. Ce prochain Conseil européen sera le rendez-vous pour essayer de trouver un accord sur la réforme du marché de l'énergie dans le but de diminuer la facture.
Les déclarations de Downing Street ont jeté un froid au Royaume-Uni. Alors que la plupart des capitales européennes incitent leurs citoyens à faire des économies d'énergie, ce n'est pas le cas de la première ministre britannique et de son équipe qui répètent que l'approvisionnement du pays en énergie est suffisant pour passer l'hiver. Un message qui contraste avec celui du gestionnaire du réseau électrique britannique. Dans un rapport publié jeudi, le National Grid prévient qu'en cas d'arrêt des importations de gaz depuis l'Europe, combiné à une production locale insuffisante, des coupures de courant de 3 heures d'affilée pourraient être instaurées. Il n'en fallait pas plus pour affoler le pays et la presse britannique qui garde un mauvais souvenir des coupures de courant dans les années 70. Le gouvernement britannique admet néanmoins que cet hiver comporte plus de risques que les précédents, mais rappelle aussi que le pays ne dépend pas du gaz russe et produit près de la moitié de sa consommation de gaz. Dans un contexte de livraison raréfiée depuis la Russie, conséquence de la guerre en Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie rappelle que les mesures d'économie en Europe seront cruciales cet hiver. En France, de nombreuses stations-service sont à court de carburant en raison d'une grève des salariés de Total Énergie qui perturbe l'approvisionnement. Particulièrement impactés, les automobilistes du nord de la France se ruent vers les pompes disponibles, ce qui provoque des bouchons à l'entrée des stations-service. C'est ça, j'étais sur la réserve comme pas mal de personnes, donc on essaie d'attendre le plus possible, mais malheureusement au bout d'un moment donné on est obligé de faire la queue et de patienter. Maintenant ça fait à présent 1 heure que j'attends pour de l'essence. Certains départements ont mis en place des stations-service dédiées à certaines professions prioritaires, notamment le personnel soignant. Pour les autres, il faut patienter et espérer. Sans essence, difficile d'aller travailler pour ces automobilistes qui semblent démunis. Ouais, c'est impressionnant les fils qu'il y a, etc. Et c'est partout pareil. Et de voir, on a tous, entre guillemets, téléchargé une petite application pour essayer de trouver où il y avait une station ouverte, etc. Parce que là, on en est vraiment au fait que limite le prix... ah non, il nous faut du gasoil là et puis le prix, voilà quoi. Ça fait prendre les choses beaucoup plus au sérieux. De ce qui va se passer en termes de pénurie de carburant, clairement, et de la nécessité de changer de mode de locomotion, ou en tout cas de changer de paradigme, quoi, clairement. Environ 15% des stations-service françaises sont actuellement concernées par un manque d'un ou plusieurs carburants selon des chiffres ministériels. Dans ce contexte de pénurie, le gouvernement pourrait puiser dans ses stocks stratégiques. De plus, les camions-citernes seront exceptionnellement autorisés à circuler dimanche. Les syndicats de Total Énergie réclament des hausses de salaire pour faire face à l'inflation. Ils demandent également un meilleur partage des richesses, tout en pointant les bénéfices colossaux réalisés par le groupe pétrolier depuis le début de l'année. Les dirigeants d'anciennes républiques soviétiques étaient réunis ce vendredi autour de Vladimir Poutine pour une réunion informelle à Saint-Pétersbourg qui intervenait le jour du 70e anniversaire du président russe. Autour de la table figuraient notamment les dirigeants du Bélarus, de l'Azerbaïdjan ou encore du Kazakhstan. Tous se retrouveront la semaine prochaine à Astana pour le sommet de la communauté des États indépendants. Difficile de passer à côté de la célèbre fusée rouge de celui qui a marché sur la Lune avant même Neil Armstrong. Tintin, le reporter qui a parcouru le monde et qui aujourd'hui se rend pour la première fois à Madrid pour une plongée dans son histoire depuis sa création par Hergé à la fin des années 20. L'exposition présente plus de 300 pièces originales tirées des aventures de Tintin. Tintin est si spécial. D'une part, le dessin, exceptionnel. Ce dessin hypnotique, ses couleurs uniformes, ce tracé de la ligne. N'importe qui, même un enfant qui ne sait pas lire, s'il ouvre un album de Tintin, il est fasciné. Un univers très reconnaissable avec de solides personnages, de l'intensité du capitaine Haddock à la stupidité de Dupont et Dupont, en passant par le génie excentrique du professeur Tournesol. Tout cela a contribué à faire de Tintin une des œuvres les plus reconnues du XXe siècle. Cependant, l'œuvre d'Hergé a également fait l'objet de controverses. L'exposition n'aborde pas la propagande anticommuniste évidente de Tintin au pays des soviets ou le paternalisme colonial de Tintin au Congo, une œuvre largement critiquée pour ses accents racistes et qui a failli être interdite à la vente en Belgique. Hergé a déclaré que la publication de Tintin au pays des soviets était un péché de jeunesse. L'exposition fait la part belle à l'album Le Lotus Bleu, une œuvre intemporelle et aujourd'hui plus pertinente que jamais.
Il était très influencé par ce qui se passait dans le monde. Ainsi, Tintin au Tibet et le Lotus bleu ont été créés parce qu'il y avait des événements dans ces pays, que les Japonais envahissaient la Chine et les Chinois envahissaient le Tibet, comme les Russes envahissent l'Ukraine maintenant. L'exposition peut être découverte au Círculo de Bellas Artes de Madrid à partir de cette semaine et jusqu'au 19 février 2023.